guerre n'est pas confinée aux horreurs des champs de bataille. Elle se fait sentir partout, loin du feu de la mitraille, dans les villages, les campagnes. La patrie a besoin de ces hommes pour frapper directement l'ennemi, mais les femmes jouent également un rôle de première importance. Se rendant compte de la mission qui lui incombe, la femme canadienne occupe des postes dans l'armée et dans la RCAF. Déjà, le corps auxiliaire féminin du Canada remplit 21 genres de postes dans l'armée. Et en étudiant les cartes militaires, les femmes de cet organisme constatent qu'elles font réellement partie intégrante de la puissance défensive de leur pays. En 1939, pendant le problème de l'évacuation, l'Angleterre découvrit toute l'importance du rôle joué par la femme dans la guerre. Le gouvernement demanda à Lady Reading, la grande organisatrice, de créer le corps auxiliaire féminin. C'est grâce à cette initiative que des milliers d'enfants furent transportés dans les zones de sécurité. Les femmes anglaises devinrent les mères adoptives des enfants menacés par les bombes hitlériennes. Puis vint la tâche gigantesque de mobiliser toute la population civile pour les nécessités de la guerre. De son côté, le corps auxiliaire féminin organisa des campagnes de récupération et s'occupa des victimes des raids. Dans les villes maritimes, elles fabriquèrent de chauds vêtements de cuir pour l'usage des matelots. Chaque tâche nouvelle trouvait ces femmes courageuses à leur poste. Dans leurs unités mobiles, elles arrivaient rapidement dans les régions dévastées par la blitz aérienne et s'occupaient des problèmes de l'alimentation et de l'habillement. Dans les hôpitaux d'urgence de la campagne, elles remplaçaient les gardes-malades de profession, permettant à ces dernières d'accomplir d'autres devoirs. Aujourd'hui, cet organisme est une armée civile composée d'1 million de membres. D'autres sections spécialisées continuent l'œuvre des travailleurs qui ont dû se rendre sous les drapeaux. Les aides fermiers qui sont en service actif ont été remplacés par 23 000 femmes de cette nouvelle armée. Elles savent bien que la victoire ira au pays qui pourront éviter la famine. Pour permettre aux hommes de se rendre sur des fronts éloignés, les femmes de l'ATS ont appris à manier les détecteurs d'avions et les canons de la DCA afin de pouvoir abattre les bombardiers de Göring. Voilà une périlleuse mission de première ligne et qui expose ces courageuses femmes au plus grave danger de mort. En coopération avec la RAF, qui fait actuellement de si grands ravages en Allemagne, les femmes jouent leur rôle. On y voit de jeunes filles comme Mary Johnson, qui a gagné ses ailes d'or et qui peut piloter n'importe quel appareil, depuis l'avion d'entraînement jusqu'au bombardier bimoteur Wellington. Des femmes comme elle ne doivent pas manquer de sang-froid, car au cours de leur service, elles peuvent avoir à affronter la Luftwaffe de Hitler. En 1940, il incomba aux Anglaises de maintenir puissante l'industrie de guerre de leur pays. Elles abandonnèrent leurs travaux domestiques pour entrer à l'usine. Elles apprirent la mécanique et y apportèrent une finesse de doigté qu'elles avaient acquise à la maison. Elles entraient dans un monde nouveau et surent y appliquer toute leur habileté native. À cause de ce fait, des droits égaux à ceux des ouvriers lui sont reconnus par les unions. Aujourd'hui, près de 4 millions de femmes accomplissent un travail de guerre si essentiel qu'elles n'ont pas le droit sans permission spéciale de changer d'emploi. La femme anglaise pilote des avions, manie les canons et accomplit de dures tâches dans les ateliers de mécanique, de fonderie et dans les hauts fourneaux.
mesure que notre stratégie tend vers l'offensive, l'Anglaise est fière de se dire que, formant 60% de la population, elle est prête de former également 60% de la force de son pays. Alors que la plupart des pays commencent à mobiliser les femmes, la Russie, depuis 20 ans déjà, a su mettre à profit le capital humain représenté par 100 millions de femmes. Le Conseil du Soviet suprême à Moscou comprend 227 femmes députées qui viennent des républiques soviétiques les plus éloignées, de la Géorgie, de la Sibérie, de la région arctique de Yakouchia. La constitution soviétique se lit comme suit. La femme est l'égale absolue de l'homme et elle a exactement les mêmes droits que celui-ci dans les domaines économiques, culturels, sociaux et politiques. L'URSS a su utiliser les talents de la femme dans la création de l'État communiste. On trouve donc des femmes dans de nombreux postes importants, depuis la commission des plans quinquennaux à Moscou, juste dans les champs de Uzbek. Gulnabat, qui vivait dans le temps où les femmes étaient opprimées et forcées de rester voilées, est aujourd'hui chef d'équipe sur une ferme de coton collectivisée. Maintenant que les femmes sont presque seules en charge de ces fermes collectives, des cours de technique agricole sont donnés à des milliers de jeunes filles. Aussi bien que n'importe quel homme, Nadia Sitnikova, qui apprend à manier cette machine compliquée, saura non seulement la conduire, mais la réparer à l'occasion. Dans les usines de guerre, à Stalingrad et à Magnitogorsk, 75% de l'ouvrage est accompli par des femmes. Camarades des travailleurs, elles ont appris à leur côté à pouvoir les remplacer à un moment de la vie. Ayant les mêmes droits que l'homme, et par conséquent les mêmes responsabilités, la femme russe s'est consciencieusement employée à augmenter la puissance industrielle de son pays. Voici des femmes qui, autant que n'importe quel homme, ont édifié une Russie puissante. Kema Radjimova, ingénieur des huiles. Klavdia Kuzina, conducteur de locomotive. Zinaïda Troskaya, qui resta à son poste durant les jours sombres que connut Moscou et qui, pour sa bravoure, a obtenu l'ordre de Lénine. Voilà pourquoi les femmes russes étaient prêtes à répondre à l'appel lorsque la guerre déferla sur leur pays. Elles ne craignirent pas de prendre le pic et la pelle, de marcher aux côtés des hommes, de creuser des tranchées, de travailler aux fortifications. De Mourmansk à Odessa, la femme russe se dressa fièrement contre les peuples opprimeurs. Quand les forces de l'invasion allumèrent des incendies destructeurs, les femmes soviétiques se groupèrent en équipes de pompiers volontaires afin que les hommes puissent aller combattre sur les champs de bataille. Des gardes-malades volontaires se risquent aux avant-postes, comme à Sébastopol, avec leurs nécessaires. Et dans les cadres même de l'armée, on trouve en première ligne des techniciennes, des doctoresses, des commises, etc. Les gardes-malades descendent en parachute à travers le feu de l'ennemi pour aller soigner les blessés qui se sont battus dans des îlots de résistance derrière les lignes ennemies. Jamais dans l'histoire a-t-on vu la femme jouer un rôle aussi décisif. La Russie soviétique a eu confiance dans la force de caractère de ces femmes qui, par leur talent et leur courage, ont été à la hauteur de la tâche. Par-delà les mers, le Canada, jugeant de la puissance de la main-d'œuvre féminine, profite de l'expérience anglaise et russe. Déjà en service outre-mer, l'uniforme bleu des gardes canadiennes est un spectacle familier. Sur le front
industriel, nombre de femmes avaient déjà offert leurs services à leur pays. Parmi les industries dont les employés féminins ont augmenté en nombre se trouvent surtout les usines d'avions. Des ateliers d'assemblage, il sort autant d'avions par semaine qu'il n'en sortait par année il y a 3 ans. Le nombre de femmes dans ces usines est supérieur au nombre total des employés des deux sexes avant la guerre. La guerre moderne exige 17 ouvriers d'usine pour un soldat au front, et les femmes canadiennes, préparées par un apprentissage complet, fabriquent les armes de la liberté. Dans tout le Canada, des centres d'apprentissage ont préparé des milliers d'ouvrières expertes. Ces écoles peuvent recevoir à la fois 15 000 sujets. L'apprenti peut recevoir un salaire et une jeune fille au-dessus de 23 ans peut étudier l'industrie aéronautique. Les mains agiles de Marguerite Dupuis ont vite appris à manier les outils de précision. Joan Hunter construit des charpentes d'avions. D'autres jeunes filles qui regardaient autrefois avec envie la boîte d'outils de leurs frères posent des rivets sur des plaques d'acier. L'aiguille et le fil à coudre ont été remplacés par des engins de guerre. Ces femmes sont vite familiarisées avec les gigantesques ateliers de production où s'édifient les charpentes d'avions. Elles travaillent sous la surveillance de Helen Dixon, autrefois attachée à la YWCA. Le vêtement de travail de ces ouvrières est leur uniforme de combat. Les jeunes filles recouvrent leurs mains d'une crème protectrice pour les empêcher de se crevasser au contact de cette toile rugueuse placée sur les ailes d'un Hanson. À propos, ces ailes ont été construites au cours d'un seul avant-midi. Lois Howard, dont le mari est quelque part en Angleterre, a vérifié le travail, et Claire Peters pose une couche de peinture. Deux fois par jour, l'équipe des travailleuses a droit à une période de détente de 10 minutes. Dans l'atelier de mécanique, 1000 paires de mains travaillent à augmenter notre puissance en armement. Betty Pearson, autrefois manucure, travaille avec sa coéquipière Jean White, ex-vendeuse de magasins. Margaret Crawley, qui il y a 2 ans se demandait ce qu'elle ferait dans la vie, est aujourd'hui heureuse de pouvoir ouvrir ce tour et d'être devenue une mécanicienne accomplie. Quant à Jessie James, dont l'ambition était de devenir décoratrice d'intérieur, elle met sa conscience artistique à faire un travail parfait. Dans un autre coin, une douzaine de jeunes filles, les yeux protégés par des lunettes spéciales, font de la soudure à la torche acétylène. Dans l'atelier de sous-assemblage, muni de divers instruments et outils, les jeunes filles, d'une main experte, exécutent des travaux de précision pour lesquels elles sont souvent mieux douées que les hommes. Après leur journée de 10 heures, ces ouvrières constatent avec orgueil qu'elles n'ont pas seulement la satisfaction du labeur accompli, mais que leurs efforts combinés produisent de superbes avions, véritables miracles de la science moderne. Et c'est ainsi que de l'usine sortent les outils de la victoire façonnés par nos ouvrières canadiennes.
partout, d'un océan à l'autre, les femmes canadiennes sont prêtes à la guerre totale. Elles savent que dans ce dominion de 3,5 millions de milles carrés, il n'y a que 4 millions de personnes susceptibles d'être employées. Elles savent, nos ouvrières canadiennes, que chacune d'elles doit faire contrepoids aux travailleurs de l'ennemi. Aussi, les avions de nos usines sont-ils devenus symboliques de la détermination farouche de tout un peuple assoiffé de liberté. Les avions du Canada vont dans tous les cieux démontrer la puissance combative et productive de notre pays.